Salut à tous, alors aujourd'hui je suis à Lyon, plutôt Villeurbanne en banlieue lyonnaise avec Chloé qui est professeure d'italien. Bonjour Chloé. Bonjour, enchantée. Alors tout simplement aujourd'hui on va parler d'italien et de l'expérience de Chloé en tant que professeure d'italien. Donc tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter et dire ce qui t'a amené à l'Italie, à l'italien et aussi à l'enseignement? Ok. Alors, en fait, quand j'étais toute petite, j'ai fait un voyage en Sicile. Et en fait, ce voyage m'a transportée déjà par la langue, par la culture. Moi, j'aime beaucoup manger, donc du coup, c'est un des aspects qui m'a plu. Et en fait, à partir de mes 9 ans, j'ai décidé qu'un jour, je serais professeure d'italien. Donc, tout mon cursus s'est déroulé, en fait, j'ai entrepris toutes mes études en fonction de ça. Et en fait, aujourd'hui, il y a plus que 25 places au niveau national pour le CAPES. Et voilà, pour moi, c'était inconcevable de ne pas réaliser mon rêve. Donc, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de l'auto-entrepreneuriat. Très bien. Et pourquoi finalement l'italien et pas une autre langue? Je crois c'est un coup de cœur et qui a jamais changé. Je sais pas, c'est un voyage qui transcende et sûrement qu'il y a une part de moi qui ressemble vraiment à l'Italie et peut-être dans une seconde vie j'ai été italienne, je sais pas. Voilà, et c'est cet aspect-là en fait qui me plaît. Et après, j'aime les langues en général. En fait, j'ai toujours aimé apprendre les langues depuis toute petite. J'ai un grand-père qui est polonais, qui parle beaucoup de langues. Je sais pas combien d'ailleurs. Et c'est vrai que pour moi, ça a toujours fait partie de la culture de la famille. J'ai une grand-mère portugaise. Donc pour moi, le côté melting pot, ça a toujours fait partie de ma culture et de mon enfance. Et est-ce que tu pourrais nous présenter plus directement ton activité, en fait, comment tu enseignes l'italien et ce qui change par rapport à un cours classique au lycée ou autre? Ok. Alors en fait, moi je suis pas très académique. Je comprends ça. En fait, j'ai adoré aller à l'école quand j'étais petite, jusqu'au lycée. Et à l'université, j'étais très frustrée de ne pas avoir de contact direct avec les professeurs. Pour moi, c'était inconcevable parce qu'on apprend aussi il y a un lien qui se crée entre le professeur et les étudiants. Et ce lien-là, il n'était pas assez fort. Et puis, pour moi, c'était inconcevable d'enseigner l'italien sans être partie dans le pays et avoir vécu à 100% dans la culture italienne. Donc, je suis partie 2 ans pour vraiment être bilingue déjà. Pour moi, c'était essentiel. Avoir un accent qui soit 100% italien. Et puis, en fait, me rendre compte de l'italien qu'on parle tous les jours et pas de l'italien académique. Donc à partir de ça, en fait, j'ai passé le CAPES, j'ai eu plusieurs déceptions au niveau des études, j'ai beaucoup souffert de mes études. Et en fait, je me suis dit, comment on peut aujourd'hui apprendre une langue sans être trop scolaire, tout en gardant un aspect grammatical, conjugaison, et comment on peut avoir une autre approche différente des langues, en fait, comment on peut apprendre. Et donc, du coup, je me suis remémoré un peu comment moi j'ai appris, quelles ont été les meilleures expériences au niveau linguistique, soit au collège, donc dès l'enfance, puisque je suis partie à 9 ans en Sicile, quelles ont été mes premières sensations avec la langue étrangère. Et en fait, toute cette évolution m'a permis de construire une méthodologie qui soit plus basée sur un italien du quotidien, qui soit utile, mais tout en ayant une bonne base grammaticale pour en fait, pouvoir progresser et avoir une bonne structure pour pas faire de fautes. Et donc tout ça, tu l'enseignes sur une plateforme en ligne, tu donnes exclusivement des cours en ligne. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu vraiment tout l'aspect technique, le déroulement d'un cours? Par exemple, si je veux m'inscrire à un cours, qu'est-ce qui va se passer? Ok, alors déjà, j'ai pas présenté, mon entreprise s'appelle Parlare Italiano, puisque justement, quand on apprend une langue, c'est aussi, ce qui est important, c'est de parler italien, donc de pratiquer la langue. Donc pour les débutants,
Donc globalement, j'aime bien commencer avec quelqu'un en lui donnant toutes les bases, puisque justement pour moi c'est ce qui est le plus important. Donc pour quelqu'un qui est vraiment débutant, je vais lui donner toutes les bases grâce à une plateforme pédagogique. Donc c'est-à-dire qu'en même temps que mon cours se déroule par Skype, donc c'est-à-dire qu'il y a une partie d'échange en visioconférence par Skype et une autre partie qui se déroule sur une plateforme pédagogique où je peux en fait déposer plein de fichiers et des exercices que vous pouvez faire en fait hors des cours. Donc ça c'est pour la partie vraiment en instantané, donc c'est-à-dire que même pendant le cours je fais référence à des documents qui se trouvent donc en ligne sur cette plateforme qui est pédagogique et qui est sécurisée et individuelle. Donc chaque élève en fait, chaque apprenant a son propre espace sécurisé. Et donc le but c'est de pratiquer le plus possible, donc toujours en parlant d'un point grammatical. Ce point grammatical va être la base en fait, et ensuite l'idée c'est de le mettre en pratique et de vérifier si ce que vous avez appris sur le plan grammatical a bien été mémorisé et de le concrétiser en fait. Si je donne un exemple tout bête, mais par exemple si on prend le passé composé, et ben avec le passé composé, raconte-moi tes vacances. Voilà, et donc forcément tu vas être amené à utiliser le passé composé et du coup à vraiment mettre en pratique et voir l'utilité de ce temps et de cet apprentissage-là. D'ailleurs c'est intéressant ce que tu dis sur le passé composé, parce que moi c'est vraiment la manière dont je préconise d'apprendre la grammaire. C'est parce que trop souvent j'ai testé la manière théorique, la manière pratique, surtout l'italien qui a beaucoup de conjugaisons, de choses comme ça. On essaie d'apprendre tout par cœur mais on oublie le lendemain, et vraiment de mettre tout ça en pratique. Et finalement dans ton approche très pratique en fait, et tu dis que tu as vraiment souffert de tes études, quel regard tu portes en fait sur les langues telles qu'elles sont enseignées de manière académique, et comment et pourquoi en fait on est venu à vouloir chambouler tout ça, enfin, quelle est en plus vraiment la différence que tu as voulu apporter là-dedans? Vaste sujet. Alors bon, il faut être aussi conscient que les heures d'italien au lycée, au collège sont trop peu nombreuses. Voilà, donc en fait on peut pas apprendre une langue en ayant qu'une heure et demie d'italien ou d'anglais ou de n'importe quelle langue en fait par semaine. Je confirme, c'est pas possible. Voilà, c'est inconcevable. Sachant que justement quand on est immergé dans le pays, c'est tous les jours en fait, c'est-à-dire qu'on se lève et même si notre langue natale c'est pas l'italien, il faut quand même avoir ce déclic. Moi j'ai vécu l'expérience par exemple en Suède pour l'anglais, j'ai fait un voyage scolaire justement pour améliorer mon anglais, et c'est vrai que le matin quand on doit penser dans une autre langue c'est tellement difficile, et c'est cette réalité là en fait qu'on ne se rend pas compte quand on est dans un système scolaire, parce que déjà il n'y a pas le temps et que les professeurs ont aussi un programme bien strict à suivre et qui est défini par le ministère de l'Éducation nationale, et il faut quelque chose d'uniforme pour tout le monde, mais qui convient déjà pas à tout le monde. On n'est pas tous faits de la même façon, on n'apprend pas tous de la même façon non plus. Il y a des gens qui peuvent apprendre très vite, d'autres qui vont mettre beaucoup plus de temps, il y a des gens qui ont des handicaps, et en fait on est tous à la même échelle. Et moi justement dans ce projet c'était aussi de faire des cours particuliers, c'est-à-dire que même quelqu'un qui aura beaucoup de difficultés, en fait, pour moi, c'est pas grave, en fait. On peut tous y arriver, on mettra peut-être beaucoup plus de temps. Moi, j'ai mis beaucoup plus de temps à arriver où je voulais par rapport à des amis à moi qui faisaient tout très rapidement. Mais en soi, c'est pas grave, c'est pas un échec, c'est juste qu'il faut prendre conscience aussi qu'on est différent. Et en fait, je pense que c'est dans le cadre, dans le système dans lequel on est, dans le système scolaire, c'est quelque chose qu'on ne met pas assez en avant. Et quand on a des différences et qu'on le souligne, en fait, on est tout de suite vu comme quelqu'un d'handicapé ou quelqu'un qui est différent et qui est mis à l'écart. Alors que là, pour moi, c'est plus une force. Le fait de parfois avoir du mal à faire quelque chose, ça nous donne une force supplémentaire pour réussir et quand on échoue, rebondir. Voilà, donc pour moi, c'est de l'accompagnement, vraiment de l'accompagnement personnalisé. Si quelqu'un est plus auditif, je vais lui mettre plus de vidéos, plus
d'écoute, c'est-à-dire lui donner un fichier MP3 pour que quand il s'endorme, il puisse l'écouter, ou dans sa voiture, ou voilà, vraiment que en fait la langue fasse partie de son quotidien. Après, moi, ce que je propose aussi, c'est des petites astuces pour que le quotidien et la langue fassent partie intégrante de notre vie, en fait. Enfin, que ça fasse plus qu'un. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'envoie des messages à mes amis en Italie, j'ai un correcteur sur mon téléphone. Et c'est des choses toutes bêtes, mais des fois, juste qu'il y a une consonne en plus ou en moins, je le sais. Et du coup, le cerveau, à force de mémoriser le même mot tout le temps, va nous apprendre. Et c'est des choses qu'il faut mettre en place au quotidien et pas seulement des cours d'1h30. Voilà. C'est aussi un accompagnement en dehors des cours. Et voilà, c'est un service complet. Et pour moi, la réussite est plus importante que le temps qu'on va mettre pour apprendre. Oui, de toute façon, je te rejoins sur deux choses dans tout ce que tu as dit. C'est que, d'une part, il n'y a pas vraiment de toute façon, on a une obsession avec toutes les méthodes, apprendre une langue en 3 mois et autres, une obsession de la vitesse, alors que il n'y a pas de temps pour apprendre une langue. C'est pas parce qu'on met 2 fois plus de temps que d'autres personnes qu'on est mauvais. C'est juste que, on met 2 fois plus de temps à faire les choses. Et aussi, vraiment apprendre à se connaître parce que, bon, après, c'est difficile à mettre en place dans une classe, surtout quand il y a beaucoup d'élèves, mais il manque un aspect essentiel souvent dans l'enseignement, c'est que au bout d'un moment, c'est vraiment, vous recevez pas ça dans le crâne, c'est vraiment à la personne, à vous, de mieux vous connaître pour mieux apprendre. Et aussi, tu parlais beaucoup de l'aspect culturel qui pour moi est essentiel, parce que bien souvent, si on apprend une langue simplement dans des bouquins, quand on va dans le pays, on comprend absolument pas ce qui se passe parce que, en fait, on comprend pas vraiment ce que veulent profondément dire les gens. Je pense que tu seras d'accord. Et comment toi, justement, tu fais pour enseigner tout cet aspect culturel sur l'Italie à tes élèves ? En fait, grâce à la conversation, on se rend compte que, par exemple, un mot, moi, dans mon expérience, je sais pas, par exemple, la limonade, ça a tellement de sens et c'est bête. Moi, j'ai mis, par exemple, quasi 7 mois à comprendre comment on disait limonade en italien parce que même les Italiens n'arrivaient pas à comprendre ce que moi, je voulais dire. Ils n'arrivaient pas à comprendre le concept. Et c'est des choses toutes bêtes, mais comme je les ai vécues, en fait, pour moi, c'est très facile, à travers une conversation, de dire, bon, imagine, on est au bar, tu vas commander quelque chose. Et le fait de dire ça, en fait, instinctivement, moi, je pense à ce que j'ai vécu et je veux dire, attention, je vais te donner un petit élément culturel et voilà, j'apporte... c'est vraiment la conversation qui me permet d'apporter des petites choses culturelles que moi j'ai vécues ou de dire attention tu vas partir, ils pensent bien qu'en Italie ça c'est pas comme ça et qu'il y a quand même un choc culturel même si on est 2 pays qui sont très proches. Et pour moi, oui, comme tu disais, à l'école, on n'a pas trop le temps de s'occuper de cette partie culturelle. C'est-à-dire qu'on va se contenter de la grammaire, et sauf lorsqu'il y a un voyage, que les élèves sont amenés à faire un voyage, le professeur va dire « Bon, on va faire une petite séance où je vais vous apprendre 2-3 mots pour le voyage. » Et c'est le seul moment en fait de l'année, pour moi, je trouve, c'est personnel, que les élèves apprennent vraiment quelque chose d'utile. Et c'est peut-être les premières choses en fait qu'on mémorise, c'est-à-dire demander de l'eau. Moi, je trouve que c'est dommage qu'un élève, par exemple, qui soit diabétique, puisse pas de lui-même savoir dire à sa famille, je suis diabétique, je peux pas manger de sucre, mais je peux pas manger de gras, Enfin voilà, c'est plein de choses qui font partie intégrante de notre vie. Et aussi, ça peut être dangereux en fait de pas pouvoir communiquer avec une personne. Peut être aussi un élément de danger pour soi et je trouve que c'est dommage, on pense souvent à apprendre la grammaire et l'orthographe alors qu'il y a des phrases toutes simples qui permettraient justement de comprendre la grammaire mais en ayant des choses pratiques. Oui, de toute façon, même dans mon expérience personnelle pour l'italien, il y a plein de phrases en fait que j'ai apprises directement en Italie parce que ça revenait sans arrêt. Je sais pas, les comunque ou les choses comme ça, on les apprend pas forcément. Enfin, si sur une liste de vocabulaire, on va le voir revenir une fois, mais quand on parle italien, on l'entend à peu près 100 fois par minute et voilà, il y a vraiment des choses qui viennent comme ça. Et justement sur l'italien plus précisément, on entend toujours que c'est une langue facile. Donc dans les langues en fait, les langues faciles ont presque un statut plus triste que celui des langues difficiles qui semblent insurmontables et souvent les langues faciles c'est un peu considéré comme la malbouffe des langues comme l'espagnol, l'italien et est-ce que tu considères que l'italien est réellement une langue facile et qu'est-ce qui va être facile ou difficile pour les Français ?
Alors, globalement, la plupart des gens qui apprennent l'italien, c'est des gens qui sont passionnés, qui ont des origines, ou alors qui ont un but précis. Ça peut être en lien avec son travail, ou un projet de vie à l'étranger, ou l'amoureux italien qui débarque dans la vie, et du coup, c'est un déménagement. Certes, c'est facile parce qu'on a une langue qui est déjà compliquée, qui est latine, donc il y a plein de bases qui sont très très proches de l'italien. Enfin, faut pas se voiler la face non plus. Mais par contre, moi par exemple, j'ai beaucoup de mal avec les temps. Moi je trouve que les temps c'est difficile. Il y a des choses qu'on a envie de calquer sur le français et en fait qui veulent rien dire. Il y a aussi le danger de dire, puisque c'est une langue qui est très proche du français, on va prendre n'importe quel mot français, on va rajouter un A et un O. Et non, en fait, je peux donner des exemples très vulgaires. Par exemple, la figue, il faudra jamais dire la figue parce que c'est vulgaire. Voilà, en revanche, ça sera masculin et en fait, ça peut être très dangereux de calquer justement notre langue sur une autre langue. Et parfois, justement, des gens qui sont polyglottes disent que c'est plus facile justement d'apprendre une langue qui est très différente de la nôtre parce que justement on s'immerge plus et on va moins penser à faire du mot à mot, ce qu'on appelle faire du mot à mot. Souvent les professeurs ils nous disent oui, essayez de penser dans la langue, mais en fait pour nous c'est trop abstrait en fait. Ça veut dire quoi? On nous a jamais expliqué qu'est-ce que ça voulait dire. Concrètement, ça veut dire écouter des films et essayer de comprendre quelles sont les phrases qui reviennent au quotidien. C'est ce que tu disais juste avant. Le commun, quoi, c'est un mot tout bête, mais qu'on pourra utiliser à tout bout de champ. Et une langue, au final, c'est un nombre défini de mots qu'on utilise et qu'on réutilise. Donc ça sert à rien d'apprendre des listes de vocabulaire qu'on n'utilisera jamais. Il faut prendre des listes de vocabulaire et se dire qu'est-ce que je peux utiliser moi dans ma vie quotidienne. Ce sera peut-être 3 fleurs dans la liste des fleurs, mais c'est des fleurs que je potentiellement je peux acheter dans un magasin. Ça sert à rien d'apprendre toutes les fleurs. À part si on fait des études de traduction, et là, ça peut être un gain de temps. Voilà. Mais de toute façon, c'est intéressant ce que tu dis sur la proximité trompeuse, parce que je pense aussi que c'est pour ça qu'autant de Français ont du mal avec l'anglais, c'est parce qu'ils calquent le français dessus. Et toi, personnellement, qu'est-ce qui a été plus difficile que le reste pour apprendre l'italien? Tu avais parlé des temps, est-ce qu'il y a autre chose? Mon grand défi, quand moi je suis partie en Italie, mon grand défi c'était de pouvoir être confondue comme autochtone, c'est-à-dire de bien maîtriser l'accent, vraiment l'accent de l'endroit où je suis. Et puis, je pense que c'est important aussi de comprendre toute la culture en fait. Après, sur la langue, pour moi je trouve que les temps c'est le plus difficile. Le vocabulaire... ça s'apprend tous les jours en fait. Il n'y a pas de... faut pas se donner un défi de vocabulaire, moi je crois pas. Moi je pense que si on a besoin d'un vocabulaire, on va le chercher et on se rendra compte automatiquement qu'il y a des mots qu'on utilisera plus que d'autres et d'autres qui passeront à la trappe et c'est pas un souci. On a des dictionnaires en ligne maintenant, ça va tellement vite. Si, l'accord par exemple. Si les accords de conjugaison, pensez qu'il faut bien accorder... je sais pas moi, une fille est belle, on va pas dire il va falloir penser à mettre le féminin, si c'est du pluriel, il faut accorder les adjectifs et tout ça, c'est un remue-ménage qu'on fait aussi en français mais qui s'entend encore plus en italien. Et du coup, il faut vraiment faire attention à toutes ces petites choses. Et puis du coup, après, rajouter les temps et ça complexifie tout ça. C'est pour ça que pour moi, la base, vraiment, elle est essentielle et que je passe beaucoup de temps là-dessus. Voilà. Et aussi, tu parlais dans la culture et surtout dans les différents endroits où tu es allé, parce que c'est vrai que moi aussi j'ai pu voir que l'Italie est un pays, comme tous les pays, mais l'Italie conserve un peu ça comme une fierté, un pays très fragmenté du point de vue de la culture, mais aussi de la langue, parce que honnêtement, quand on va dans le nord et dans le sud de l'Italie, on a l'impression de plus rien comprendre. Et toi, tu es allé précisément dans quels endroits? Tu as pu être confronté à quels accents en particulier? Alors moi j'ai vécu 1 an à Trévise, donc à côté de Venise. Donc au départ j'avais l'accent vénitien, italien vénitien.
Et pour un voyage en Toscane, en fait, justement, j'ai croisé une dame qui m'a dit « Ah, vous avez un accent ?» Et moi, je pensais encore à mon accent français. Donc, je lui explique que je suis française. Elle me dit « Non, non, mais il y a un accent du Nord. » Donc, en fait, même lorsqu'on se trouve dans un voyage, parcourir l'Italie, en fait, les gens entendent vraiment... Pour eux, c'est important. Les Italiens ne se considèrent pas italiens, ils se considèrent bolognais, de Trévise, du Nord. Enfin, vraiment, chaque zone, parce que c'est même pas par région, en fait, c'est vraiment par petit village. Chaque petit village a son dialecte. Et moi, je me souviens, à l'école, on me disait, oui, il y a autant de régions, de dialectes que de régions. Non, en fait, c'est faux. Il y a autant de dialectes que de villages, en fait. Et en fait, bon, j'ai été un peu de partout. La deuxième année, j'ai fait 2 années d'assistanat. La deuxième année, j'étais dans le sud, parce que pour moi, c'était essentiel d'enseigner l'italien en ayant appris la réalité du nord et la réalité du sud, donc dans les grandes extrêmes. Et c'est vrai que après, le sud, ça veut rien dire parce qu'il y a l'entre-terre qui est beaucoup plus paysanne, c'est une autre réalité que sur la côte, par exemple. La côte est... Bon, les Italiens disent que la côte est beaucoup plus ouverte sur les traditions, c'est moins conservateur. Voilà, après, moi, j'ai jamais vécu sur la côte, donc je sais... Voilà, j'ai pas un point de vue personnel là-dessus. Je sais comment on vit dans l'entre-terre. Voilà, je peux en parler. Et après... Moi, j'aime l'Italie pour ça, c'est qu'il y a tellement de richesses culturelles. Chaque zone a ses propres plats, ses propres traditions. Et en fait, on ne sait jamais tout de l'Italie. C'est un peu le mystère à découvrir. Et c'est ça qui est cool. Non mais ça, je l'avais vu de manière assez fascinante quand je suis moi-même allé en Italie. C'était en 2014 chez une famille d'Italiens en périphérie de Rome, et ils disaient pour eux que parler plusieurs langues, c'était pas parler l'anglais ou l'allemand, c'était parler le vénitien, le lombard, ou en fait toutes les langues de l'Italie plus que les langues étrangères. Et on voit vraiment cette diversité qui se vit au quotidien beaucoup plus qu'en France. On a plus ou moins le français, les patois et les langues régionales. Et est-ce qu'il y a justement des accents en fait qui te semblent vraiment très éloignés, que tu n'arrives pas à comprendre? Alors, comme j'ai la chance d'avoir vécu dans le nord et dans le sud, et donc dans le sud, bon, moi j'étais entre la Basilicate et les Pouilles, donc c'est-à-dire vraiment le talon de l'Italie, et l'entre-terre en fait. Et c'est un dialecte qui est très marqué. Les élèves par exemple me parlaient beaucoup en dialecte, sans se rendre compte que déjà je maîtrisais... Mon but c'était de maîtriser aussi l'italien à la base et pas forcément le dialecte. Et ils se rendaient plus compte qu'ils parlaient plus italien mais qu'ils parlaient dialecte. Et en fait, à force que les élèves me parlent en dialecte, même à l'extérieur de l'école, quand les gens parlaient dialecte, je comprenais et les gens me disaient « mais t'as compris ?» Et en fait, ça les étonnait. Mais moi, je comprenais même plus que je comprenais le dialecte et que c'était pas de l'italien en fait. Et... en fait, du coup, c'est assez proche de... Bon, peut-être qu'ils me tueront si je dis ça. Mais du coup, le fait d'avoir eu un accent aussi fort au niveau dialectal et des intonations, par exemple, j'arrive de plus en plus à comprendre l'accent de Rome, l'accent de Naples. En fait, les Italiens du Sud disent que leur dialecte est très proche du français, parce qu'il y a eu beaucoup d'invasions françaises, espagnoles, arabes. Et du coup, en fait, je trouve que c'est proche en même temps de l'ancien italien que j'ai étudié à l'université, un petit mélange de français et un mélange d'italien, forcément. Le fait d'avoir appris l'ancien italien à l'université, d'avoir traduit des textes de l'ancien italien à l'italien récent. Et ancien italien, tu veux dire médiéval plutôt Ouais, en fait, l'italien de Dante. La référence standard. Voilà. Et puis, tous les textes du Moyen-Âge, mais aussi de la Renaissance. L'évolution de l'italien, du langage, en fait, des mots, la structure des mots, comment ils ont évolué. Donc, les labiales, les machins, tout ça, tous ces petits aspects me permettent aujourd'hui de percevoir les sons. En fait, au niveau de l'écriture, c'est très compliqué de le lire. Moi, je suis incapable de lire du dialecte. Par contre, la sonorité, j'arrive à la comprendre. Parce que j'ai eu l'habitude de vivre dans le sud et d'avoir des accents très forts, très prononcés,
un peu cliché d'ailleurs. Mais voilà, après, plus on monte dans le nord et plus le dialecte est proche de l'italien qu'on parle au quotidien. C'est sûr, des gens par exemple, même dans les méthodes d'ailleurs, je comprends toujours mieux les gens quand je vois qu'ils ont un accent de Milan que quand ils ont un accent napolitain. Ça semble beaucoup plus transparent pour un étranger. Je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas, moi, comme j'ai vécu dans les deux, en fait, pour moi, je me rends pas compte. Des fois, j'ai même plus l'impression de comprendre le patois du Sud que... Les expériences de chacun, ouais. Ouais, non, je sais pas, c'est différent. Après, c'est vrai qu'on m'a tellement parlé en dialecte du Sud que, en fait, les Italiens du Nord parlent moins en dialecte. Ils ont plus en famille, en fait. À l'école, vraiment, on parle italien, alors que dans le Sud, il y a presque pas de différence entre l'italien et le dialecte. C'est plus d'ailleurs le dialecte qui est mis en avant que l'italien. D'accord, et avant de terminer, est-ce que tu aurais des conseils spécifiques pour une personne là qui voudrait se lancer ou se perfectionner en italien tout de suite? Quels conseils tu lui donnerais en tant que prof? Déjà, faut être motivé. Toujours. Faut avoir un peu de passion pour apprendre une langue. Je crois que si déjà on est curieux, qu'on a envie d'apprendre à connaître le pays, je pense que c'est déjà la base. Si on ne veut pas comprendre la culture de la langue qu'on veut apprendre, je pense que c'est difficile. Enfin, je dis pas que c'est incompatible, mais presque. Enfin, en étant un peu à l'extrême, pour moi, c'est incompatible d'apprendre une langue si on veut pas connaître la culture du pays. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Parce que, en fait, tout est lié. Par exemple, si on va en Italie, un menu, il se compose pas du tout de la même façon qu'en France. Et justement, le vocabulaire va s'adapter à cette culture-là. Et donc voilà, moi, je conseille à quelqu'un d'être déjà curieux, d'aller chercher l'information, de s'armer de plein de petits outils qui pourront l'aider au quotidien. Et puis de se fixer aussi des objectifs, de ne pas se dire que demain, même si j'ai fait 10 heures de cours d'italien, je dois être bilingue. Non, ça ne veut rien dire en fait. Comme je disais, chacun a son rythme d'apprentissage, on apprend tous plus lentement, ou d'un coup on va avoir un déclic et on va se mettre à apprendre beaucoup de choses d'un coup. C'est quelque chose de linéaire et qu'il faut ponctuer par de la pratique. Et par de la méthodologie voilà, des petits objectifs qu'on se fixe et avec des petites méthodologies qu'on prend, qu'on pioche un peu à droite, à gauche et qui fait notre apprentissage en fait. Faut être curieux. Voilà. Sur ces bonnes paroles, on va vous laisser. En tout cas, merci beaucoup Chloé. Et où est-ce qu'on te retrouve déjà? Est-ce que tu pourrais le redire? Oui, alors vous pouvez me retrouver sur Parlar Italiano, donc Parlar Italiano, et sur Mordu d'Italie, qui est le blog que je tiens depuis quelques mois, sur laquelle je partage mes expériences de vie en Italie, sur des faits culturels et plein d'autres choses. Voilà. Très bien. De toute façon, vous aurez les liens dans la description. Et Chloé, merci beaucoup. Et ciao à tutti. Ciao.